Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous à ce premier séminaire d'un cycle de 5 séances que nous avons la chance d'organiser avec la chaire de philosophie à l'hôpital, Cyril Touchard et moi-même au sujet de la CME. Et donc je vais tout de suite passer la parole à Nicolas qui ensuite aux côtés de Cyril Touchard et du professeur Gaïa auront la chance d'animer ce séminaire. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Donc Nicolas Wagner, je suis doctorant en sociologie et je travaille sur la sociologie de la chirurgie et du bloc opératoire. Et je suis chargé de mission à la chaire de philosophie à l'hôpital. Et donc pour vous en dire juste deux mots ce soir, sa spécificité c'est donc d'être une chaire universitaire avec une jambe du côté de l'hôpital, au niveau du GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, donc l'hôpital Sainte-Anne, et une jambe du côté de l'université, au niveau du Conservatoire national des arts et métiers. Donc la chaire, elle a maintenant 7 ans d'existence, si je ne dis pas de bêtises. Et elle a un volet d'enseignement et de recherche, un volet de formation et de diplomation, avec donc un certain nombre de séminaires qui ont pour spécificité d'être ouverts au grand public et de se tenir à l'hôpital, un certain nombre de DU et DIU, donc des diplômes universitaires, et enfin un volet d'expérimentation et de déploiement, où on essaie un petit peu de passer aux travaux pratiques sur un certain nombre de sujets. Donc les thématiques, elles ont comme point de convergence la question du soin au sens très large. On parle de chaire de philosophie, mais c'est une chaire des humanités en santé avant tout. Donc, qui dit humanité dit sociologie, anthropologie, éthique. On a aussi des doctorants en architecture et en design, entre autres. Et voilà, et donc la chaire elle a été initiée par Cynthia Fleury, qui est donc philosophe et psychanalyste, qui est titulaire de la chaire Humanité et Santé au niveau du CNAM. Et c'est suite à une sollicitation de Cyril Touchard et Fabrice Vallée auprès de Cynthia qu'on s'est rencontrés, qu'on a commencé à échanger, qu'on a vu des points d'intérêt, des synergies entre nos projets, et qu'on a décidé d'organiser ce séminaire. Et je tiens à vraiment remercier Cyril tout particulièrement et Pauline, mais toute l'équipe de la CME, parce que c'est malgré tout une organisation conséquente. Donc voilà, un grand merci à eux. Merci. Merci Pauline, merci Nicolas. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui sont là et puis ceux qui nous écoutent via Internet. Moi je m'appelle Cyril Touchard, je suis donc anesthésiste réanimateur à l'hôpital Lariboisière depuis 3 ans et on va parler ce soir de données de santé. On a besoin de vous pour parler de données de santé, on a besoin de philosophes, de sociologues, d'éthiciens. Et donc merci beaucoup d'être là. Et la séance d'aujourd'hui s'intitule Anesthésie et intelligence artificielle, des données massives à la médecine préventive. Pour tout ça, il va falloir qu'on échange avec des spécialistes de ces données pour vous expliquer un peu l'origine de cette réflexion et des séminaires qu'on a organisés aujourd'hui et les différentes séances qui vont se dérouler. Ça part d'un programme de recherche qui s'appelle le programme CME, programme de consultation médicale endormie. On va y revenir bien évidemment avec les intervenants au cours de ce séminaire, mais grossièrement, c'est l'idée d'utiliser les données de santé qui sont de toute façon enregistrées pour permettre la chirurgie à des fins prédictives, et plus particulièrement à des fins de prédiction de maladies neurocognitives et de maladies cardiovasculaires. Finalement, via ces phénomènes prédictifs qu'on pourrait établir au bloc opératoire, donc avec toutes les équipes périopératoires, je pense ici aux infirmiers anesthésistes, aux anesthésistes, à tous les gens qui gravitent autour du bloc, eh bien, on pourrait penser que ça va redéfinir un petit peu la place de ces soignants dans la santé publique, et on va plus seulement être là pour permettre une chirurgie, mais peut-être avoir une finalité en soi dans de la prédiction, dans de la santé publique et dans de la prévention. Et donc, on a finalement un recadrage, une réorientation sociologique même de ces métiers du bloc opératoire. Et donc on échange aujourd'hui avec Yann Faure, qui est sociologue de la santé, qui est chargé de cours à l'école centrale de Lyon et qui par ailleurs a beaucoup travaillé entre 2005 et 2010 au bloc opératoire sur particulièrement un rapport le choix des étudiants en médecine au moment où ils font le choix de faire de l'anesthésie réa. Qu'est-ce qui les détermine à faire ce choix-là et comment ils gravitent ensuite et quelles sont leurs relations avec les différents intervenants du bloc opératoire. Donc merci beaucoup Yann Faure d'être ici. Nous avons aussi Pauline Elie, merci pour ta présence, qui est là maintenant depuis plus d'1 an, conseillère éthique dans le département d'anesthésie réa. Et comme je vous l'ai un petit peu dit, quand on parle de données de santé, on a envie d'être un peu sûr de bien faire et
et donc on a besoin d'éthiciens, et donc merci. Nicolas L.A. Wagner, je le dis bien, pardon, Magnifique. L.A. Wagner, qui est donc lui doctorant en sociologie et qui travaille beaucoup sur les transformations contemporaines au bloc opératoire liées à l'intelligence artificielle et puis à toutes les données de santé. Donc il est aussi là pour débattre et pour poser toutes les questions et amener à une réflexion. Et donc nous avons aussi la chance d'être avec le professeur Étienne Gaillat et le docteur Fabrice Vallée, qui sont à l'initiative de ce projet de CME, de consultation médicale endormie. Et donc nous aurons largement l'occasion d'en discuter au moment de la présentation. Comment ça se passe en pratique? C'est 2 heures de séminaire. La première heure, c'est surtout un exposé de ces 5 personnalités, de ces 5 intervenants, afin de se placer dans le contexte de cette consultation médicale endormie. Et puis en deuxième partie de séminaire, pendant 1 heure, j'espère qu'on aura la chance de répondre à vos questions, que ce soit dans le public ou via Internet, afin d'enrichir ces discussions. Voilà, ici on est là pour tenter, on ne va pas forcément apporter des réponses, mais en tout cas on va essayer de soulever des questions sur toutes ces problématiques de données de santé. Merci. Avant de commencer dans le vif du sujet avec les exposés, je voulais peut-être juste passer brièvement 2-3 minutes par personne pour qu'ils se manifestent potentiellement sur des liens d'intérêt éventuels ou sur sa place dans l'équipe. Je vais donner la parole à Pauline Elie pour ça. Voilà, Pauline, de placer les liens d'intérêt potentiels et puis je peux à chaque fois. Très bien, merci beaucoup. Très rapidement, donc je suis conseillère éthique effectivement sur la question des données de santé financées et soutenues par la Fondation APHP depuis maintenant près d'1 an et demi. Et je suis également doctorante à l'EHESS en philosophie et en droit. Ma thèse porte sur l'identité analysée en tant que territoire du droit et fait suite notamment à l'usurpation de mon identité civile et bancaire en 2017. Et je suis également donc juriste, diplômée de Paris 1 d'un master de droit privé du numérique, de Sciences Po Paris d'un bachelor de sciences politiques et d'un master d'affaires publiques et également de philosophie à Nanterre et à Paris 4 pour un cursus similaire. Et je déclare être par ailleurs financée dans ma recherche par la Fondation Ostade et l'AI pour l'éthique et la solidarité humaine et également être auteur pour Philo Édition. Voilà. Merci. Nicolas? Non, mais tu m'as présenté, résumé. Donc, je suis effectivement doctorant en sociologie. Je fais la sociologie du travail, la sociologie des groupes professionnels et de la santé, donc appliquée au contexte du bloc opératoire. Ma thèse est financée dans le cadre d'un projet d'innovation de la PHP qui s'appelle la chaire d'innovation du bloc opératoire augmenté, donc la chaire BOPA, qui se trouve à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif, et qui est le projet un peu de réorganisation institutionnelle de l'innovation en chirurgie de la PHP. Donc elle est dirigée par une philosophe et par un chirurgien hépatobiliaire. Et voilà. Et en parallèle, je m'occupe des enseignements de sociologie et d'éthique à l'école d'IBOD-IAD, donc infirmière de bloc opératoire, infirmière anesthésiste de la PHP. Merci. Yann? Eh bien, bon, d'abord, non, je n'ai pas de conflit d'intérêt, d'autant plus que je me suis un petit peu écarté aujourd'hui de l'activité sociologique. Je suis assez ému, assez heureux d'être ici, puisque c'était un moment important de ma vie, de passer 6 ans avec les acteurs du bloc opératoire, les anesthésistes, réanimateurs évidemment, mais aussi les infirmières, les IBOD, les aides-soignantes, les brancardiers, tout ce petit monde de l'hôpital. À l'époque, je faisais donc un DEA puis une thèse à l'École normale supérieure de Lyon avec Bernard Lahire, qui est un professeur de sociologie de la connaissance, de la culture et de la connaissance. Et donc j'étais venu sur ce terrain avec une ambition particulière, c'était de faire avancer ce qu'on appelle la sociologie dispositionnaliste. La sociologie dispositionnaliste, c'est la poursuite un peu de la sociologie bourdieusienne. Il y en a d'autres. Il y a des moyens de réfléchir les théories des acteurs en fonction de leurs calculs rationnels ou en fonction de ce que disait Bourdieu, c'est avoir un habitus. Et notre projet à l'époque, dans cette école de l'ENS Lyon, c'était de comprendre comment des individus incorporent ce qu'on appelle des dispositions, c'est-à-dire les effets entre
la socialisation, c'est les expériences vécues, pas forcément l'éducation, mais les expériences vécues, et comment vous intériorisez ces expériences vécues de manière à avoir des dispositions, comprenez-le, en tant qu'inclinaison, prédisposition, tendance à agir, à voir, à comprendre. Et moi, je voulais le faire dans le cadre d'un métier. On peut analyser l'incorporation de dispositions au moment de l'école, dans l'enfance, dans votre famille, avec des groupes de pairs, dans la pratique sportive, culturelle. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment un métier va changer votre manière de voir le monde et peut-être d'agir. Et donc, on avait avec le terrain du bloc opératoire et puis ce rapport complexe entre les anesthésistes et les chirurgiens, vraiment on va dire un laboratoire pour essayer de comprendre s'il y a une manière différente de faire de la médecine au travers des différentes spécialités. Voilà. C'était ça qui m'avait intéressé et il s'en est suivi un certain nombre de publications. Si vous voulez, je vous donnerai des liens qui font qu'aujourd'hui, visiblement, on m'a retrouvé, bien que je m'intéresse à tout autre sujet, puisqu'aujourd'hui, je suis plutôt conseiller je suis conseiller à la mairie de Lyon et souvent sur les questions de santé globale, c'est-à-dire ce que vous appelez One Health aujourd'hui. Et donc je m'intéresse plutôt à ça, mais là c'est de plonger dans le passé pour essayer de vous aider à y voir clair avec cette innovation. J'ai répondu oui parce que je trouve que c'est une avancée fascinante. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup, Nelson. Merci. Je vous propose, Étienne et Fabrice, de vous présenter et puis d'enchaîner après assez rapidement sur l'exposé de ce qu'est la consultation médicale endormie. Merci beaucoup, Cyril. Merci à tous. Moi, je suis Étienne Gaillet, je suis professeur d'anesthésie réanimation à l'Université Paris-Cité depuis 4 ans maintenant. Et je dirige le service d'anesthésie réanimation de cet hôpital ici, Lariboisière. Et peut-être autour de la table, autour de ce qui est mentionné ici, d'une chaire qu'a financé la PHP en collaboration avec l'INRIA sur l'exploitation des données de santé globalement au sein de la PHP, les données de santé étant concentrées dans l'entrepôt de données de santé de l'AP. Jusqu'à maintenant, dans cet entrepôt, il y a essentiellement les données de dossiers médicaux quand il est informatisé, les données de biologie, les données d'imagerie, et puis on a ici développé une solution d'intégration des données de données physiologiques qu'on recueille au bloc opératoire, avec lesquelles effectivement on a développé un certain nombre d'algorithmes de mesures, à la fois nous servant à prendre mieux en charge les patients au bloc opératoire, en tout cas c'est ce qu'on essaye de faire avec ces algorithmes prédictifs d'aide à la décision, mais aussi, et c'est là-dessus que je pense que Fabrice va donner plus de détails, comment on arrive au détour d'un parcours périopératoire qui est finalement très stéréotypé, où on voit un patient en consultation, on le prend en charge au bloc opératoire avec des données à la fois de grande dimension et très, très riches aussi parce qu'il y a un encadrement autour de ces patients qui est unique. Il y a généralement 6-7 personnes au service d'un malade. Quand on est au bloc opératoire, évidemment, on ne retrouve jamais ce niveau-là d'encadrement, ce qui aussi fait la qualité des données qu'on peut recueillir lors de ce passage-là. Puis après, il suit son chemin post-opératoire et généralement, il sort de l'hôpital, ça va bien, on fait un compte-rendu et on s'en arrête là. Et l'idée, c'était de savoir si au travers de toutes les données, de toutes ces données-là, on n'est pas capable de capter des signaux faibles qui sont analysés ensemble et qui nous permettent de donner des informations sur ce qu'il va devenir, mais pas immédiatement après l'opération, mais des semaines, voire des mois, des années après. Donc c'est le concept qu'a développé Fabrice. Donc je lui cède la parole sur la consultation médicale endormie. Merci bien. Donc voilà, la CME, maintenant c'est devenu un mot un peu, tout le monde parle un peu de CME. C'est vraiment une blague à l'époque quand j'ai trouvé le mot, parce que ça veut dire, à l'hôpital, ça veut dire, là, je ne sais même pas. Commission médicale d'établissement. La commission médicale d'établissement. Une chose où a priori... Le conseil d'administration de l'hôpital. Donc là, la CME comme consultation médicale endormie. En fait, donc on va vous refaire un peu l'historique, un peu vraiment rentrer dans le vif du sujet, dans la vulgarisation. Là, c'est vrai, on est à l'hôpital, je vois dans la salle, il y a déjà pas mal de gens, mais qui sont des gens un peu de l'équipe, qui connaissent l'anesthésie et la réanimation, mais pas que. Donc c'est déjà très intéressant qu'il y ait des gens qui ne sont pas du tout d'anesthésie et réanimation avec nous ce soir en présentiel. Et je pense que de manière connectée, il y a peut-être des gens qui ne sont absolument pas dans ce sujet-là. Donc je vais essayer de vulgariser et de montrer ce que l'on essaye de faire, ce qu'on est en train de débuter de faire.
Donc en fait, qu'est-ce que c'est qu'une anesthésie? En fait, juste très simplement, on peut donner deux objectifs à l'anesthésiste pour faire une anesthésie générale. Qu'est-ce qu'il doit faire? L'anesthésiste il doit placer le patient avec toute son équipe dans un état d'inconscience compatible avec une chirurgie, d'un point de vue de l'inconscience, d'un point de vue de la douleur, de la prise en charge de tout ça. Et aussi, donc pour ça, il a des médicaments d'anesthésie, et donc il est cible, il titre son anesthésie par rapport à des différents signaux physiologiques, dont l'électroencéphalogramme, qui lui permet de voir un peu la profondeur de cette anesthésie. Et son autre objectif, un objectif de mettre quelqu'un en état de coma compatible avec une chirurgie. Deuxième objectif, assurer quand même la physiologie du corps pendant cette anesthésie et assurer la délivrance du sang, de l'oxygène à tous les organes, et donc permettre une bonne perfusion d'organes. Et donc en fait très simplement, parce qu'on ne va pas faire de la physiologie cardiovasculaire, mais c'est maintenir une pression artérielle optimale, adéquate pendant toute l'anesthésie. Donc adapter une profondeur de l'anesthésie avec une perfusion d'organes compatibles et donc une pression artérielle pendant toute l'anesthésie. Et donc il a des médicaments qui permettent d'endormir, des hypnotiques, des antalgiques, des morphiniques, et il a des médicaments qui permettent de maintenir la pression artérielle. Pourquoi? Parce que les patients sont en anesthésie générale et souvent ces patients se relâchent. Les médicaments en eux-mêmes, ils sont vasoplégiants, on va dire, c'est un peu difficile ça, mais c'est vasoplégiant, c'est-à-dire ils créent une vasodilatation, donc créent une hypotension. Et en fait, l'anesthésiste est plutôt le médecin de l'hypotension. Vous entendez surtout parler d'hypertension, la prévention de l'hypertension, le traitement de l'hypertension, choses comme ça. En fait, que nous, anesthésistes réanimateurs, on est plutôt des médecins de l'hypotension. Notre target, c'est éviter l'hypotension et maintenir la pression artérielle la plus stable possible pendant une anesthésie. Donc voilà, deux objectifs, une sédation constante, profonde pour permettre, mais pas trop, une chirurgie, et une perfusion d'organes la plus adéquate possible avec une pression artérielle maintenue. Pour ça, dans le monde entier, à la Riboisière comme ailleurs, la majorité, on a un monitorage non invasif, continu, avec un électroencéphalogramme, une pression à brassard qui est discontinue, une saturation que vous avez bien connue maintenant avec la crise Covid, c'est l'oxygénation du sang, mais qui nous sert des fois à d'autres choses ici à la Riboisière, et ça c'est obligatoire dans tous les blocs du monde, mais pas essentiellement, pas partout, mais le plus souvent et de plus en plus, un électroencéphalogramme frontal qui renseigne sur la profondeur de l'anesthésie. Donc 5 signaux continus, non invasifs, et a priori recommandés dans la plupart des blocs opératoires du monde entier. Et donc avec ça, on pratique des anesthésies. Et en fait, le patient, on va tester au cours de son anesthésie, on a deux objectifs, le mettre dans un coma et lui maintenir la pression. Et en fait, le fait de pratiquer cette anesthésie, on va avoir des patients de plus en plus fragiles ou de moins en moins fragiles. On va rencontrer tous les jours une espèce de fragilité. Une fragilité pour endormir le patient et une fragilité aussi pour aussi lui maintenir sa pression. Et en fait, l'idée de la CME a découlé de ça, de notre pratique courante de tous les jours. On n'a rien inventé, on dit Fabrice il a inventé le concept de CME et choses comme ça. Mais en fait, c'est de la vulgarisation vraiment de texte pour chaque anesthésiste. Chaque anesthésiste met toujours en balance la profondeur de l'anesthésie de son patient par rapport à la dose qu'il a mise et la pression artérielle de son patient par rapport à la dose de vasopresseur qu'il a utilisée. Et donc, il y a deux types de fragilité. Une fragilité un peu de résistance à l'anesthésie. La personne qui n'est pas résistante, on va lui donner 3 millilitres d'anesthésie et on va enlever sa conscience et on va le mettre dans un coma compatible avec la chirurgie, un peu comme une bougie qu'on soufflerait très rapidement. Et on a des patients très résistants à l'anesthésie pour qui on doit mettre beaucoup d'anesthésie pour les mettre dans un état compatible avec ça. Donc toujours la balance entre combien on met et quel effet on obtient. Et exactement l'inverse pour la pression artérielle. Combien on met pour remonter l'artérielle? Est-ce qu'on a beaucoup besoin de vasopresseurs, de médicaments pour maintenir la pression artérielle des patients ou pas du tout? Vulgairement, on peut prendre des extrêmes. Pour quelqu'un en très très bonne santé de 25 ans, on devra lui mettre énormément d'anesthésie pour avoir un effet stable d'anesthésie. Et on aura très très peu de baisse de pression, on aura très très peu besoin de vasopresseurs pour lui maintenir sa pression pendant toute l'intervention. Quelqu'un d'âgé, hypertendu, avec des dysfonctions cardiaques ou des choses comme ça, ça sera exactement tout l'inverse. Au bout de 3 millilitres de sédation, il y aura un EEG d'une certaine manière qui montrera sans doute peut-être une anesthésie trop profonde. Et sa pression artérielle sera inversement proportionnelle avec une chute importante et un besoin de vasopresseurs très important. Donc c'est que cette chose-là, en fait, qui est dans le bon sens. Même c'est passé dans le langage commun des anesthésistes. Tous les anesthésistes que j'ai croisés, les vieux anesthésistes, les gens qui ont de l'expérience, parlent de ça. Ah bah dis donc, aujourd'hui, c'est difficile, ou je l'ai pas bien senti, ou vraiment je me suis un peu craché, ou ça a été un peu compliqué, je ne l'avais pas anticipé. En fait, c'est des phrases complètement
de la vie courante de tous les jours du bloc opératoire en France et partout, que en fait, pour mesurer la CME est un peu la numérisation, la vulgarisation, mettre un chiffre derrière cette fragilité d'anesthésie qu'on rencontre tous les jours. Et pourquoi aussi? Parce qu'anesthésie, c'est quand même un métier un peu particulier. Ça, c'est formidable d'avoir un personnage comme Yann aujourd'hui qui a côtoyé les anesthésistes sans l'être et pendant une durée aussi longue. En fait, c'est quand même un monde un peu à part parce que en fait, tout ce qui se passe au bloc, un peu, ça reste au bloc. Et si vous demandez à l'anesthésiste comment ça s'est passé aujourd'hui, il va vous dire impeccable, nickel. Hein, comment ça s'est passé aujourd'hui? Super, Super. belle journée. Et toi, Tienne? Très bien. Mais non, t'étais pas. Il n'était pas au bloc. Bon, voilà. Vous voyez, ça reste là. Ça reste au bloc. Ça ne le sort pas. L'anesthésiste n'a pas de courrier à faire, n'a pas de médecin traitant à côtoyer, n'a pas vraiment de rapport, on va y revenir un peu plus tard, d'anesthésie, de compte-rendu de ce qu'il a fait, de la fragilité qu'il a mesurée, alors qu'il l'a vu, cette fragilité. Et donc, c'est ça, en fait, l'histoire, c'est parti de là, en fait. C'est parti de là, c'est dire, on va essayer, déjà, je vais vous le raconter, d'essayer de mieux faire, nous, de l'anesthésie, mais déjà, on va essayer de raconter de manière, grâce à la CME, la fragilité, de codifier cette fragilité d'anesthésie qu'on a tous les jours au bloc opératoire, à la fois cérébrale et à la fois vasculaire. Donc voilà, donc on est nous une équipe d'anesthésistes réanimateurs, on fait de la recherche depuis une dizaine d'années, mais c'est sûr qu'au début, l'envie, et ce qu'on fait tout le temps, on n'a pas arrêté ça, c'est quand même comment mieux faire de l'anesthésie. On est une équipe ici de chercheurs avec des ingénieurs pour numériser les signaux de haute fidélité, mais ce qu'on veut faire, c'est mieux faire de l'anesthésie. C'est-à-dire mettre la bonne dose au bon moment, ni trop peu, ni pas assez, exactement ce qu'il faut pour maintenir un état d'hypnose compatible avec la chirurgie et maintenir le système cardiovasculaire le plus stable possible physiologiquement par rapport à l'état préliminaire du patient et éviter tout à coup. Donc on voulait faire ça. On est en train de le faire d'un point de vue de l'EEG et d'un point de vue de la pression artérielle, mais en fait, en développant un peu ces concepts, on s'est aperçu qu'en fait, déjà raconter ce qu'on faisait tous les jours, le numériser, faire un rapport d'anesthésie, ce qui n'existe très peu actuellement et qui n'est pas du tout développé, ni à ce point-là, permettrait peut-être de faire un compte-rendu d'anesthésie lié avec la modélisation qui pourrait aider à la médecine préventive en mettant un chiffre sur la fragilité à la fois vasculaire et aussi à la fois cérébrale. Donc ça a l'air si simple parce qu'on pourrait faire deux ratios, on pourrait diviser l'indice de l'EEG par le nombre de médicaments qu'on a mis et la pression artérielle par la quantité de vasopresseurs qu'on a mis. En fait, c'est quand même assez plus compliqué que ça. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin, comme on a monté ça depuis une dizaine d'années avec Étienne, d'un entrepôt de données haute fidélité. Donc, on fait vraiment du big data parce qu'on enregistre tous les signaux qui sont sur le scope pendant chaque anesthésie et qu'on le synchronise. Vous avez bien compris. C'est ça qui est très important de comprendre dans ce qu'on fait maintenant dans le big data ou dans toutes ces entrepôts de données tensées. Ce qui est important, c'est un objectif qu'on a obtenu, mais en fonction de combien on a injecté. Donc en fait, avoir les médicaments en temps réel couplés avec l'effet sur la physiologie est l'un des démarches les plus importantes pour avoir des entrepôts de données qui veulent dire vraiment quelque chose. Donc on a modélisé ça avec les signaux. Donc on travaille nous sur 3 signaux qui sont non invasifs. Les signaux d'électroencéphalogramme frontal. Il n'y a pas du tout de choses nouvelles. Le signal de saturation artérielle avec une pince non invasive au bout du doigt. Et voilà. Et donc en fait aussi, ce qu'on fait, parce qu'on essaie de mieux faire de l'anesthésie, mais c'est ça qu'il faut bien comprendre, la CME, c'est qu'on utilise, on ne change pas, c'est vraiment un protocole non interventionnel. Les anesthésistes ne changent pas la méthode de faire. On utilise ce que les anesthésistes font tous les jours dans chaque bloc opératoire et on modélise cette réponse en fonction de de la quantité de produits qu'ils ont injectés et de la réponse aux patients de manière individuelle. On essaye de modéliser cette réponse pour quantifier certaines fragilités vasculaires et cérébrales. Alors on en est où? Tout le monde dirait c'est magnifique ou qu'est-ce que c'est intéressant ce projet et tout ça. En fait, je l'ai raconté, ce que je vous raconte là, je l'ai raconté à pas mal de gens depuis quelques années comme ça. Et il y a des gens qui disent mais c'est génial, pourquoi on ne l'a jamais fait avant? Et puis tout d'un coup, il y a Pauline qui est arrivée qui a dit mais c'est monstrueux ton truc là quand même. Voilà, c'est pas monstrueux, c'est intéressant, mais il faut quand même avancer. C'est pas simple de prédire, d'encadrer cette chose-là et de quantifier parce que sans doute on a un pouvoir ou un état physiologique sous anesthésie générale qui renseigne peut-être sur des critères un peu prédictifs et donc il faut bien encadrer cette recherche.
Pour que ça soit clair pour les gens, je crois que j'ai encore un peu de temps, je vais vous dire vraiment où on en est où. Parce que là, tout le monde me dit, tu fais un jumeau numérique, tu fais un assistant virtuel, mais en fait, on en est où? Donc on en est où? Donc ça fait à peu près 3-4 ans, on va dire, qu'on a eu l'idée ensemble, toute l'équipe ici présente. D'un point de vue du cœur, en fait, les cardiologues, ça c'est assez facile de travailler au niveau du cœur et de l'hypertension. Comme je dis, nous on travaille au niveau de l'hypertension, mais c'est assez facile et reproductif de travailler au niveau du cœur, parce que d'un point de vue de la bibliographie, des études, des vrais risques cardiovasculaires, la bibliographie elle est immense, elle est suivie, elle est assez codifiée et avec des vrais résultats. On sait que si quelqu'un a une hypertension à un âge aux alentours de 40-50 ans et qu'il est vraiment équilibré, qu'il prend son traitement, on sait qu'il a une amélioration. Si on maintient sa pression artérielle le plus stable possible pour les prochaines années, il sait qu'il aura une amélioration de vie, et de mortalité dans le futur. Et donc le vrai paramètre de surveillance de ces patients-là en hypertension artérielle, pour l'hypertension artérielle, c'est la rigidité artérielle, ça s'appelle la pulse wave velocity. C'est pas juste la pression, c'est pour ça que je vous dis que c'était un peu compliqué, c'est pas juste mesurer la pression chez les gens, c'est un truc un peu plus physiologique qu'il appelle la pulse wave velocity, mais qui est validé complètement par les cardiologues. Quand vous allez voir un cardiologue, qu'est-ce qu'il va vous faire petit à petit? Il va vous donner des examens, il va vous prendre une pression artérielle. Mais en fait, ce qu'il aime bien un cardiologue et ce qu'aime bien un médecin, c'est un test dynamique. C'est-à-dire avoir un état, mettre son patient dans un autre état et mesurer la différence de son paramètre qui suit entre deux états. D'accord? Pour le cœur, il va vous mettre sur un vélo. Il va vous faire une échographie, par exemple, avec des médicaments qui vasoconstrictent ou qui boostent le cœur. Il va vous faire toutes les 24 heures. Pendant 24 heures, il va vous prendre la pression parce que là, il y aura des efforts. Il va regarder comment ça varie. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, nous, on utilise l'anesthésie comme test physiologique dynamique. Et c'est ça qui est important. Donc, par exemple, nous mesurons le gold standard des cardiologues qui est la pulse wave velocity, ce que je vous ai dit. Mais en fait, cette pulse wave velocity, on ne l'a pas à un seul moment, on l'a à plusieurs moments de l'anesthésie, en continu, en variation avec cette pression artérielle. Je ne veux pas être trop, on aura un peu de temps peut-être si vous avez des questions un peu techniques là-dessus, mais en fait, ce qui marche, je pense, dans cette CME, c'est-à-dire ouvrir la médecine prédictive pendant une anesthésie, c'est qu'en fait, une anesthésie, c'est connu, c'est pas stable, et ça fait passer les gens d'un état à un autre, de hypertension, normotension, hypotension, normotension, et plein de choses comme ça. Donc ça teste le système avec différents états du fait de l'anesthésie elle-même, et en fait, ça renseigne mieux sur l'évaluation. Par exemple, là, pour la pulse wave velocity, on va titrer l'âge des artères. D'accord? Et tout le monde peut bien comprendre, ça, s'il y a une pression dans un tuyau, ça ne va pas nous donner l'âge du tuyau. Mais en fait, si on a une pression à un moment donné dans un tuyau, mais à différentes pressions, à un moment donné, on saura exactement l'âge du tuyau. Est-ce que c'est un tuyau jeune qui peut se distendre ou c'est un tuyau complètement rigide qui ne peut plus se distendre et qui est à risque? Ça, c'est une évidence. Et donc, l'anesthésie permet ces vallons, ces sommets et ces vallées, et donc permet vraiment de titrer l'âge du tuyau au cours de cette anesthésie. On en est où? Parce qu'il faut toujours parler de ce qui est concret. Pour l'instant, à la Riboisière, le concept est développé de la pulse wave velocity en continu au bloc opératoire, pondéré par les variations de tension. Il est acté un peu dans notre tête et dans notre développement, mais il n'est pas effectif. On ne l'y est pas encore mesuré complètement au bloc opératoire. Donc c'est assez préliminaire. On va rentrer nos algorithmes vont arriver, je pense, en 2023 et tout ça. Mais ça sera des choses, par exemple, en fonction de l'encadrement éthique de nos patients, qu'on pourra tester sur notre grande cohorte qui a été enregistrée depuis. Donc on pourra sans doute mettre au point mieux ce paramètre, mais on pourra en discuter d'un point de vue éthique. Mais le recueil prospectif de la maladie cardiovasculaire, dépistage des risques cardiovasculaires au cours de la CME n'a pas encore débuté à la Riboisière. On espère en 2023. Le concept est clair, mais maintenant sur le cerveau, comme je vous ai dit, comme c'est marqué un peu ici, donc CME, consultation médicale endormie pour dépister les risques cardiovasculaires et neurologiques et cognitifs au cours de chaque année cérébrale. Donc là, pour le cerveau, c'est quoi l'image? C'est ça qu'on a un peu inventé avec mon collègue Cyril. Quelle est l'image? En fait, il y a quelque chose d'assez magique quand on regarde l'EEG de quelqu'un réveillé, l'électroencéphalogramme réveillé. Et bien en fait, l'électroencéphalogramme de quelqu'un de réveillé de 80 ans sera presque le même que quelqu'un de 20 ans, quand la conscience est effective. On n'est pas des grands EEGistes complètement spécialistes. Je pense que s'il y en avait dans la salle, ils nous diraient mais n'importe quoi. Mais en fait, quand même, d'un point de vue visuel
sur anesthésie générale quand quelqu'un est réveillé, qu'il a 80 ans, hypertendu, avec des risques cardiovasculaires et neurologiques établis, et quelqu'un de 20-30 ans, ils peuvent avoir à peu près le même électroencéphalogramme frontal réveillé. Celui-là n'est plus du tout le même une fois que nous avons injecté de la dose anesthésique et que d'une certaine manière, nous sommes passés derrière la conscience, on a éteint la conscience et on a regardé, d'une certaine manière, qu'on dit toujours avec Cyril, l'ampoule derrière la conscience, derrière le phénomène frontal. Quand on enlève l'EEG frontal par l'anesthésie, on tombe sur l'ampoule et on voit est-ce que c'est une ampoule qui brille à 150 watts ou est-ce que c'est une ampoule qui brille à 20 watts. Et en fait, on ne peut pas le savoir avant d'avoir mis ce produit anesthésique qui nous permet de enlever les ondes rapides. Cyril en parlera mieux que moi si vous voulez un peu de questions techniques sur le EEG et anesthésie frontale. Et donc en fait, à partir du moment où il y a de l'anesthésie, on voyait un peu la puissance cérébrale des patients sous anesthésie générale était différente chez les gens. Et celle-là, elle est très différente entre 20 ans et entre 80 ans. Et également, aussi dans une étude, parce que là nous avons des résultats un peu préliminaires, que je vais vous citer ici sans aucun problème. En fait, juste pour vous dire, c'est exactement comme pour le problème cardiologique, on utilise l'anesthésie comme un test dynamique pour avoir de l'information. Le fait d'enlever la conscience frontale permet d'accéder un peu à la puissance cérébrale et sans doute cognitive. Et donc nous avons eu une cohorte de 100 à 120 patients que nous suivons maintenant depuis 3 ans. Donc vous voyez, dès le début, avec Cyril, on est parti dans ce recueil un peu prospectif, complètement aux normes d'un point de vue éthique et consentement, mais nous allons sans doute faire mieux dans les années qui viennent, mais c'est une étude qui a été validée par tout le cursus éthique. Et en fait, ces patients, sous anesthésie générale, il y a 2-3 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Juste le recueil péropératoire. Donc, ce qu'on a vu sous anesthésie générale, quand on les avait endormis, et ben, grâce à ça, on connaissait à peu près leur état cognitif de la veille. On leur avait fait passer un test, mais en fait, l'électroencéphalogramme sous anesthésie générale te donne l'état cognitif de la veille, ton état cognitif des patients. L'état cognitif est évalué par un test qui dure à peu près 25 à 30 minutes avec quelqu'un qui leur fait passer ce test qui s'appelle le test du MoCA. C'était des patients qui étaient entre 50 et 60 ans, 120 patients, très très peu de plaintes cognitives. 3-4 patients avaient vraiment des plaintes cognitives avérées. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est chez 120 patients. Cette anesthésie générale, l'électroencéphalogramme pondéré par la dose de médicament nous donnait l'état cognitif de la veille. Et là, nous donne une vision de ce qui s'est passé à 3 ans. Je fais exprès d'être un peu comme ça, parce que pour rentrer vraiment dans le vif du sujet de ce qu'on a trouvé, c'est pas nos résultats préliminaires sur une cohorte préliminaire qu'on a travaillé avec Cyril et qui est en cours de publication sur résultats. Donc voilà à peu près ce qu'on a au moins sur l'histoire de la cognition. D'accord? Un état immédiat. L'électroencéphalogramme sous anesthésie générale te donne une vision de ce que peut être l'état cognitif de ton patient et peut te donner aussi l'image de ce que va devenir ton patient 3 ans après, avec un recul de 3 ans. Voilà, donc là je vais arrêter. Donc en conclusion, donc ce qu'on avait, donc la conciliation médicale-honorie, donc c'est juste un rapport de fragilité d'anesthésie, juste déjà de faire ça. Voilà, donc c'est vraiment de la médecine prédictive. Nous, ça nous passionne ce sujet parce qu'on parle qu'on devient des anesthésistes, ça va te plaire, ça se devient des anesthésistes généralistes, un peu le nouveau médecin généraliste, parce que comme on dit 12 millions d'anesthésistes par an, de moins en moins de médecins généralistes, on pourrait être un vrai complément avec la médecine de ville et la médecine générale. Donc on voudrait être des anesthésistes généralistes, rentrer là-dedans, et même on veut être des anesthésistes médicaux, on va faire un peu plus de médecine que de gestes. Mais donc depuis le début, c'est des questionnements qui sont importants, éthiques, et donc depuis le début, Pauline est avec nous pour nous accompagner dans ce chemin, et je suis ravi que ça permette de faire des séminaires sur ce sujet. Merci. Merci beaucoup Fabrice. Alors c'est impressionnant, je l'ai déjà écouté 1000 fois, mais à chaque fois que tu le répètes, j'apprends plein de trucs. Donc merci. En plus c'est enregistré, je crois. Donc je vais pouvoir le repasser. Cette vulgarisation, c'est super. Merci beaucoup Fabrice. Pour répondre un petit peu aux problématiques quand même, parce que quand on t'écoute, on a l'impression que c'est en effet idéal et que pourquoi on ne commence pas plus vite et plus fort et on investit massivement dans ces choses-là. Eh bien, ça soulève quelques enjeux, particulièrement des enjeux éthiques. Et donc, nous avons Pauline Elie qui va pouvoir nous faire un petit exposé, une petite présentation des problématiques éthiques que ce type de données peuvent rencontrer. Voilà, merci Pauline, je te laisse la parole. Merci beaucoup. Je tiens à dire que j'ai
pas tout à fait trouvé ça absolument monstrueux quand on me l'a dit, mais effectivement, mon premier rapport en tant que juriste et philosophe est de voir évidemment le versant plutôt négatif aussi des choses, mais ce qui permet de le travailler sous ses meilleurs jours, plutôt que justement de tout voir dans un monde de bisounours, mais ne voyant pas en réalité les potentielles embûches qui feraient de ce dispositif quelque chose de négatif. Et donc si j'avais trouvé ça absolument monstrueux, je ne travaillerais pas et je ne serais pas ici avec vous. Voilà. Alors maintenant, en ce qui concerne les enjeux éthiques, je les ai donc répartis par souci de concision ce soir en 4 grands blocs, juridiques, techniques, médicaux et philosophiques. Alors je vais tout de suite commencer par les enjeux, merci beaucoup Colline, par les enjeux donc, juridiques, notamment... Voilà, merci beaucoup. Alors en fait, on s'est aperçu directement que, notamment en vertu de l'article 9.2.i du RGPD, il existait une exception au consentement de la personne, à la collecte et au traitement de ces données, à des fins de qualité ou d'amélioration des dispositifs médicaux. Et donc, je commence par l'essentiel. En l'état, la CME serait qualifiée juridiquement comme un dispositif médical ou éventuellement un logiciel. Et depuis 2017, notamment une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, Philips contre France, il faut savoir qu'un dispositif médical peut aussi être un logiciel ou une simulation. Dès lors, logiciel et simulation vont bénéficier de ce régime dérogatoire au consentement de la personne pour la collecte de ces données de santé. Alors, autre point, depuis la révision donc, de la loi bioéthique en 2021, il existe également une exception au consentement de la personne à l'usage de l'IA en santé. C'est-à-dire que le droit à l'information, qui n'est pas tout à fait la même chose que le consentement juridiquement stricto sensu, mais notamment là, le droit à l'information, devait être mis en place au préalable selon les premières écritures de la révision de la loi bioéthique, notamment par le Sénat, et in fine, dans l'écriture finale du texte, celle retenue, ce droit à l'information ne sera plus préalable et pourra même être réalisé a posteriori du recours de l'IA pour le soin. Ce qui résulte donc à l'effacement du consentement à un double niveau, d'une part à la collecte et au traitement de ces données de santé aux fins d'amélioration de dispositifs médicaux, et d'autre part, préalablement à l'usage de l'IA pour le soin. Et donc par conséquent, la personne est privée de son autonomie en 2 temps cruciaux de la création de ces dispositifs d'IA, c'est-à-dire celui de la collecte et du traitement de données, et ensuite celui de leur usage. C'est pourquoi... Merci beaucoup, on va passer à la suivante. Il nous est apparu que le consentement était, notamment avec Fabrice, un des éléments très importants pour la médecine prédictive, un des points d'attention très importants. Alors ensuite, on a un certain nombre d'évolutions depuis 3 ans, disons, sur les infrastructures, les acteurs, notamment de ces données et de ces algorithmes d'IA, et puis les dispositifs d'IA en tant que tels. Au niveau des infrastructures, on note une volonté de centralisation en fait, des bases de données publiques liées à la santé, tant au niveau français, avec la mise en place du Health Data Hub en 2019, qu'au niveau européen, avec le European Health Data Space, l'espace européen des données de santé, qui est prévu par la Commission européenne dans sa proposition de règlement depuis mai 2022. Et donc, cette centralité s'accompagne de risques, notamment la décontextualisation potentielle des résultats qui en sont donnés, mais aussi l'absence d'aller-retour correctif entre la captation des données et puis l'effectivité du soin, et évidemment des risques de vol ou d'usurpation, puisque l'aubaine est bien plus grande pour des hackers lorsque des données sont centralisées que lorsqu'elles sont éparses dans divers entrepôts de données de santé. Alors ensuite, au niveau des acteurs en tant que tels, on note une accessibilité accrue aux données de santé par la simplification des procédures pour avoir accès à ces données de santé, évidemment dans le but d'innover en matière d'IA. Et donc, depuis 2018, le RGPD, depuis la loi du 24 juillet 2019 notamment, une simple attestation de conformité à des méthodologies de référence qui sont édictées par la CNIL suffit à certains acteurs, pour des recherches n'impliquant pas la personne humaine, d'avoir accès à ces données de santé. Et qui plus est, désormais, depuis la loi de 2019, le silence de la CNIL vaut acceptation. C'est-à-dire que le dépôt d'une attestation de conformité permet d'avoir accès, notamment pour certaines méthodologies de référence. Alors, en face, on a un ensemble de mesures de protection qui sont non spécifiques typiquement à l'IA et notamment à l'IA en santé, que sont le privacy by design, le privacy by default,
pour les citer, ou encore l'éthique by design, qui a valeur là non contraignante et qui est prévue dans les lignes directrices de la Commission européenne. Et donc cette accessibilité accrue à ces données publiques de santé va avoir pour contrepartie des points auxquels il faut véritablement porter attention, l'atteinte à la vie privée de la personne et évidemment le secret médical, et ensuite la patrimonialisation indirecte du corps humain, notamment par l'entremise de brevets d'invention que l'on va poser sur ces logiciels et ces données que l'on récupère. Alors ensuite, ces dispositifs d'IA en santé, un certain nombre de principes donc, doivent être regardés, comme leur auditabilité, leur explicabilité, leur intelligibilité ou encore leur traçabilité. Alors la révision de la loi bioéthique était porteuse de la volonté d'introduire un principe de garantie humaine qui a été pensé par David Grusson, d'éthique IA également à la chaire de santé à Sciences Po, ainsi que Cynthia Fleury, philosophe donc de la chaire de philosophie à l'hôpital. Et malheureusement, la version à nouveau du principe de garantie humaine retenue au sens du texte est, comme l'ont dit beaucoup de commentateurs, en trompe-l'œil, puisqu'il avait été proposé d'organiser des collèges de garantie humaine composés de médecins, de représentants des patients, de personnel soignant, pour pouvoir s'assurer justement des allers-retours correctifs entre ces dispositifs d'IA et le soin effectif. Malheureusement, ces collèges de garantie humaine n'auront pas lieu. Et qui plus est, donc seuls les concepteurs des systèmes d'IA pour le soin sont tenus de s'assurer de leur explicabilité, au sens du texte, et également il n'y a pas de traçabilité ou d'auditabilité possible pour les professionnels de santé. Ce qui nous amène donc à nous interroger sur l'intelligibilité et la compréhension de tous de ces enjeux pour tant les médecins que les patients que les concepteurs, évidemment. Et donc les risques afférents vont être évidemment ceux qui étaient pointés par la doctrine de délégation du soin et de la décision médicale à la machine, d'atteinte au droit à l'autodétermination informationnelle ou encore de biais discriminatoires qui seraient directement liés à la conception même des algorithmes. Alors ensuite, on va passer aux enjeux médicaux qui m'ont été largement soufflés par Cyril Touchard et Fabrice Vallée, ici mis en exergue au nombre de 4, mais il en existe évidemment bien d'autres, que sont évidemment dans le cadre de ces dispositifs des risques d'absence de traitement efficace, notamment dans le cas de certaines maladies neurodégénératives telles qu'Alzheimer, des risques de surtraitement, notamment les patients qui se verraient prédire ou obtenir une certaine prédiction de risque pourraient être traités, mais en dépit de ce qui devrait être de facto, encore un potentiel impact pour la santé mentale ou un risque de prophétie autoréalisatrice, un bien grand mot, qui veut dire ou d'autosuggestion, concrètement, que la délivrance de l'information sur cette prédiction de risque pourrait avoir pour conséquence de modifier le comportement de l'entourage de la personne et du patient, quitte à provoquer en tant que tel la prédiction de risque qui a été donnée. Ce qui évidemment ne va pas avoir le même impact si on a une prédiction de risque de 30% versus une prédiction de risque de 80%. D'où l'importance du consentement. Et donc, à ces enjeux médicaux correspondent un ensemble d'enjeux philosophiques, merci beaucoup Colline, des risques herméneutiques, c'est-à-dire qu'évidemment, les prédictions peuvent remodeler la perception des patients de leurs propres existences, des risques d'aliénation, c'est-à-dire que sous la confiance prêtée à cette rationalité algorithmique, à ces algorithmes, pour reprendre un terme d'Antoinette Rouvois ici, la personne, elle fait face à un régime futur qui lui est donné. Et donc, elle devient en tant que telle presque étrangère à elle-même, sous l'effet de la captation de ces données. Étrangère, c'est-à-dire aliénée, je deviens un autre par la captation de ces données. Risque d'aliénation, un risque de déterminisme médical qu'on a noté avec des risques de surtraitement ou d'absence de traitement efficace, et évidemment, le pire peut-être de tous, l'atteinte à la liberté et à l'autonomie personnelle, puisque le caractère hypothétique de ces prédictions peuvent avoir pour effet d'hypertrophier, c'est-à-dire de rendre beaucoup trop importance au déterminisme médical au détriment de la liberté de la personne, d'où la nécessité de bien appuyer sur le consentement de celle-ci, d'une part à la collecte et au traitement de ces données, et d'autre part à la réception de cette prédiction de risque, ce qui, vous l'avez compris, n'est pas évident au sens de la rédaction des textes à l'heure actuelle. Alors, ce qui nous amène donc
à l'encadrement éthique que nous avons pensé de la CME. Alors tout d'abord, on a mis en place un livrable au patient qui, lui, fait état d'un droit à une information claire, loyale et appropriée, ainsi que du respect de son consentement libre, éclairé et ici explicite, c'est-à-dire qu'on va aller par écrit chercher le consentement de la personne, d'une part au partage de ces données et d'autre part à la réception de cette prédiction de risque. En outre, on mène aussi sur les patients intégrés à la cohorte de la CME une étude avant et après l'introduction de ce livrable pour mesurer évidemment quelles sont la compréhension de ces enjeux-là par les patients. Et je peux vous dire sans trop me tromper, ayant mené la première partie de l'étude, que sans livrable, les patients ne savent pas véritablement de quoi ils retournent. Donc d'où la nécessité d'avoir véritablement une information claire, surtout à l'hôpital quand on est souvent dans un moment de détresse ou de nécessité qui fait que l'information n'est peut-être pas entendue de la même manière. Alors ensuite, on mène également une consultation citoyenne autour de l'hôpital Lariboisière qui porte sur les évolutions en matière d'usage public des données de santé qui vont accompagner toute la médecine prédictive. Parce qu'il y a beaucoup, comme vous l'avez vu, la centralisation des données de santé, beaucoup d'évolutions. Et cette consultation citoyenne mènera donc à la publication d'un livre blanc sur les évolutions en matière d'usage public des données de santé, ainsi que de la médecine prédictive. Et je peux vous le dire maintenant, mais sans trop m'étendre, que nous allons organiser aussi pour clôturer tout cela une journée éthique annuelle à Lariboisière qui sera en partenariat donc, avec le GRES, sans doute courant du mois d'octobre, le groupe de réflexion éthique et du soin dirigé par le professeur Viennet-Mourman. Voilà. Alors, je vous montre très rapidement donc, le livrable que nous avons distribué, où donc on a évidemment une explication assez simple de ce en quoi consiste la CME. Ensuite, des points d'attention d'éthique qui insistent notamment sur la sensibilité, la vie privée et la probabilité future et donc la liberté. Et ensuite, le recueil explicite, libre et éclairé avec ces deux éléments, donc soit la participation à la CME, soit le partage des données. Et ensuite, toujours pour exemple, je vais faire ici ma propre publicité sur la consultation citoyenne, qui est le slide suivant. Merci beaucoup, Colline. Et voilà. Alors, donc, la consultation citoyenne a commencé donc en octobre 2022. Elle se prolongera jusqu'au 1er janvier 2023. On s'engage en réponse de celle-ci, à la publication d'une synthèse des résultats, évidemment anonyme, ainsi que la publication du livre blanc dont je vous parlais et l'organisation d'une journée porte ouverte. Alors, pour la rejoindre, 3 moyens. Il s'agit d'un questionnaire, soit il est possible de flasher un code QR, comme on y a été habitué plus récemment, soit directement en ligne sur Framaform, au lien court qui se trouve ici, directement renseigné par Framaform, parce que Colibri est français, je vais vous expliquer ça tout de suite, ou encore par papier. Et donc j'ai prévu quelques exemplaires là, si vous souhaitez également y jeter un œil. Voilà. Et donc... voici, alors le questionnaire en ligne de la consultation citoyenne a été pour moi l'occasion de mettre véritablement mes principes éthiques en confrontation de la réalité, c'est-à-dire les données, qu'est-ce qu'on en fait, notamment quand on les récupère. Donc de l'éthique à la praxis. Alors j'ai plusieurs engagements, tout d'abord au niveau de la collecte et de la pertinence des données, puisque le questionnaire peut être complété anonymement. Mais pour des raisons de pertinence des données, il serait mieux évidemment de le remplir en son nom et prénom, puisqu'on cherche à éviter là une pratique très courante qui est l'astroturfing et qui vise à manipuler l'opinion publique en faisant croire à un mouvement populaire et donc par exemple ici en remplissant des questionnaires en ligne pour infléchir les résultats en faveur des intérêts politiques ou marketing qui sont derrière ceux-ci. Donc remplissez-le anonymement, c'est très bien pour protéger vos données, mais si vous souhaitez que les résultats soient pertinents, ça peut être bien aussi de mettre son nom et prénom. Et donc pour ceci, on a choisi donc pour hébergement Framasoft qui est une association de loi 1901 qui est située donc à Lyon, son siège social, qui est également un réseau d'éducation populaire au logiciel libre et qui du coup induit que les réponses seront soumises au droit français et qui plus est européen en matière de protection des données.
D'autre part, les données seront traitées évidemment anonymement et la synthèse qui en résultera sera également anonyme. Et enfin, au niveau du droit à l'oubli qui est consacré par le RGPD, ces données donc, ne seront analysées et traitées que pour les fins donc, du questionnaire pendant 4 mois. Et qui plus est, Framasoft lui-même, l'hébergeur, s'engage à les supprimer au bout de 6 mois. Donc elles seront effacées, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et alors je crois que j'en ai terminé, voilà, le plan du séminaire sur lequel on pourra revenir à la fin et pour développer tous ces enjeux-là. Donc pour vous en dire un petit mot sur les thèmes, on viendra peut-être plus en détail. La séance numéro 2 parlera notamment du cas des maladies neurodégénératives et de ces maladies auxquelles on aurait de traitement curatif. La séance 3 s'attachera à la question des responsabilités de l'IA. La séance 4 à celle des impacts écologiques potentiels de ces dispositifs auxquels il faudrait penser en termes de santé publique. Et la séance 5, elle, s'attachera aux limites de la e-santé plus généralement, comme le solutionnisme technologique ou encore la surveillance numérique. Voilà. Merci beaucoup. Une petite bibliographie non exhaustive, mais on s'en fiche un peu foncièrement. Si vous voulez le regarder, n'hésitez pas à le faire en ligne. Et puis je vous remercie et je passe tout de suite la parole à Nicolas. Merci beaucoup. Merci Pauline de nous permettre de douter finalement. Grâce à ça, tu nous apportes énormément de réflexion puisque au fond c'est bien souvent peut-être un peu trop vite dans des projets qui nous passionnent et tu permets de mettre un coup de frein et de douter. Et donc merci beaucoup pour cet éclairage. Nicolas, on a un petit peu de retard, donc je te laisse la parole et puis on finira ensuite l'exposé par Yann Fort. Non, merci déjà à vous 4, c'était extrêmement riche. Là, l'idée, c'est progressivement un petit peu de dézoomer sur du projet CME pour comprendre un petit peu des facteurs peut-être un peu plus structurants, des dynamiques dans lesquelles il s'inscrit et en arriver donc à cette sociologie de l'anesthésie. Le premier constat, point de départ, c'est de dire que finalement la sociologie, les sciences sociales de manière générale, se sont très très peu emparées de l'anesthésie, à l'exception donc de Yann Fort ici présent ce soir. C'est-à-dire que vraiment, avant Yann Fort, je pense que tu pourras nous le redire, mais il y avait extrêmement peu de choses décrites. Depuis Yann Fort, extrêmement peu. Quelques travaux qui se sont intéressés à la question de la façon dont les anesthésistes ont pu se saisir de certaines affaires médiatiques, comme l'affaire du sang contaminé pour se professionnaliser. Les travaux de Janine Bardot, mais hormis ça, très peu. Et c'est finalement assez étonnant parce que la sociologie de la santé, c'est un champ assez important en France. On considère qu'il y a à peu près 300 sociologues de la santé en France, et beaucoup sont des sociologues des professions de santé. Donc il y a des sociologues de la radiologie, des médecins généralistes, etc., de la chirurgie aussi, et donc quelques références. Une grande anthropologue qui s'appelle Marie-Christine Pouchel qui a consacré une grande partie de sa carrière à ce sujet. Plus récemment, une sociologue, Emmanuelle Zolesio, qui a fait sa thèse sur la féminisation de la chirurgie. Des travaux plus récents sur l'avènement de la chirurgie mini-invasive, l'arrivée de la robotique, c'est notamment ceux de Caroline Morico. Mais à côté de ça, les sociologues sont comme complètement passés à côté, jusqu'à présent, de l'anesthésie. Alors pourquoi ? On peut peut-être émettre quelques hypothèses et Yann pourra peut-être en dire plus tout à l'heure. Et ces hypothèses qui sont aussi valables d'ailleurs pour expliquer le faible nombre de travaux sur la chirurgie. Déjà cette idée du bloc opératoire comme un monde très fermé, secret au sein de l'hôpital, le signe interdit au niveau des vestiaires que les soignants du bloc aiment bien rappeler. Voilà, ce côté, cette césure importante entre vie professionnelle et vie personnelle qui est assez marquée de manière générale dans le monde soignant, mais tout particulièrement au bloc opératoire. Deuxièmement, peut-être cette idée que la chirurgie comme l'anesthésie sont des médecines plus techniques que d'autres et qu'elles sont plus difficiles d'accès pour des non-médecins, plus difficiles peut-être à observer, notamment du fait de l'interface homme-machine qui est assez prégnante au niveau de l'anesthésie. Se dire aussi que c'est pas anodin complètement d'entrer au bloc opératoire et que la répulsion, la phobie face à des corps humains ouverts peut peut-être expliquer cette moindre focale sociologique. Et se dire aussi que la profession anesthésiste qui produit beaucoup finalement de discours sur elle-même à travers ses syndicats, on va y revenir, a peut-être éclipsé aussi de ce fait un volet plus de recherche.
Alors, c'est toujours intimidant de le faire devant les premiers concernés, mais si on résume très très rapidement en prenant le TGV, ce que, entre autres, Yann Faure nous a dit sur la sociologie de l'anesthésie. Alors, tu distingues 4 grandes étapes dans un papier de 2005 sur un peu de socio-histoire de l'anesthésie. Premier constat, c'est de se dire que jusque dans les années 45, l'anesthésie, elle est complètement en marge de la médecine. C'est des pratiques très rudimentaires, pas protocolisées. La douleur, c'est un impensé complet de la médecine. C'est pas considéré comme la mission première du médecin. Les conceptions religieuses sont prégnantes. Et donc, l'anesthésie est vraiment éclipsée. Il n'y a pas de profession dédiée. Ça commence un petit peu à se remuer à partir des années 40, à la fin des années 40, et un des actes majeurs, c'est la Sécurité sociale qui reconnaît à la fin des années 40 l'acte anesthésique comme un acte à part entière, qui équivaut à un dixième de l'acte chirurgical au niveau des cotations. Et donc ça entraîne un premier mouvement, donc de fin des années 40 jusqu'à fin des années 50, où l'anesthésie se médicalise. Et la consécration un peu de ça va être en 1958, l'ouverture de la première chaire universitaire d'anesthésiologie à Paris, si je ne dis pas de bêtises. Une fois que l'anesthésie est progressivement médicalisée, je pense que tu vas revenir avec beaucoup plus de détails sur tout ça tout à l'heure, sa quête suivante, c'est de dire comment est-ce que je deviens autonome et comment notamment est-ce que je me débarrasse un petit peu de mon grand frère très encombrant qui n'est rien d'autre que le chirurgien. Et donc, quête à partir des années 60 d'une forme d'autonomie. Comment est-ce que les anesthésistes vont s'y prendre? Ils étendent un petit peu déjà la sphère de leur activité, notamment au niveau des soins périopératoires. La deuxième chose, c'est que l'anesthésie, c'est dans ces années-là une médecine qui n'a pas de territoire au sein de l'hôpital, qui n'a pas de département consacré, qui n'a pas de recrutement spécifique, qui en est dépendante de la chirurgie. Et finalement, de cette faiblesse, elle va en faire une forme d'atout. C'est-à-dire que finalement, les anesthésistes vont être présents partout au niveau de l'hôpital et vont être un peu les généralistes qui ne disent pas leur nom de l'hôpital. Et cette présence massive dans tous les services va finalement, qui est essentielle à la continuité des soins, va progressivement leur donner l'ascendant. Et une autre chose que les anesthésistes vont un peu faire dans ces années-là, donc en les années 60-70, c'est progressivement marginaliser les infirmiers anesthésistes, les reléguer au statut d'aide opératoire, considérant que non, l'anesthésie ne peut pas être déléguée à du personnel paramédical, mais est un acte médical à part entière. Progressivement, donc, on arrive aux années 2000, qui finalement peuvent apparaître comme une forme de consécration. Ça y est, l'anesthésie est reconnue pleinement comme une spécialité médicale. Les syndicats ont joué un rôle majeur, et encore aujourd'hui, dans un monde soignant qui est peu syndicalisé, l'anesthésie fait vraiment figure d'exception. L'anesthésie gagne des victoires juridiques majeures, l'obligation d'avoir une salle de réveil de sécurité post-interventionnelle en 1994, le repos de garde en 2002, des nouveaux segments progressivement se créent autour de la clinique de la douleur, au niveau des urgences, plus récemment au niveau des soins palliatifs, et donc elle étend un petit peu progressivement ces domaines d'activité. Ensuite, quand on regarde au vu de ces différentes étapes, qu'est-ce qui finalement a joué un rôle particulier dans cette professionnalisation, donc l'accès progressif à ce statut de profession à part entière des anesthésistes? Première chose, c'est noter effectivement, je le disais, ce rôle essentiel des syndicats et le fait que l'anesthésie, finalement, comme discipline médicale, c'est autant construit comme mouvement social que comme discipline médicale. Et ce n'est pas le cas de beaucoup de spécialités médicales. On peut penser éventuellement aux soins palliatifs, qui ont été aussi, à leur manière, de façon tout à fait différente, une forme de mouvement social qui s'est érigé contre la technicisation de la mort, la surmédicalisation de la mort, et qui, comme ça, en s'appuyant sur le changement de la représentation culturelle, l'opinion publique, des associations, a essayé de se faire reconnaître comme spécialité médicale, l'anesthésie par deux biais, et notamment en essayant de construire une représentation de ce que c'est que le risque anesthésique, a essayé de se légitimer. Sur cette question, mais j'imagine que tu y reviendras aussi, tu y as consacré un chapitre d'ouvrage en 2010,
cette question du risque anesthésique, toute l'ambivalence finalement pour l'anesthésie, c'est à la fois de montrer qu'il existe un risque anesthésique, qu'il est bien présent et pour cela il faut le médicaliser, il faut bien donc des spécialistes extrêmement pointus, des médecins s'en occupent, mais qu'en même temps ce risque n'est pas trop dangereux, parce que s'il est trop dangereux, mais à quoi bon finalement se faire opérer sous anesthésie. Et donc il y a eu différents mouvements que tu retraces où les anesthésistes ont cherché à médicaliser ce risque dans des revues scientifiques en racontant des histoires, en racontant des récits et des scènes abominables de risque anesthésique et on a la figure absolument parfaite de l'anesthésiste qui arrive et qui, d'un claquement de doigts, résout la situation. Deuxièmement, construction du risque anesthésique au niveau de l'opinion publique par des affaires et des procès, des affaires juridiques pour finalement se professionnaliser, faire valoir ses revendications. Et donc cette construction du risque, tout en à chaque fois en essayant de montrer que il est suffisamment menaçant pour que des médecins et des spécialistes s'en occupent, qui ne soient pas délégués aux paramédicaux, mais qu'il n'est pas trop menaçant non plus, et qu'on le maîtrise suffisamment pour en faire une spécialité médicale à part entière. Voilà, l'anesthésie aussi, plus récemment, comme figure de proue au niveau des spécialités médicales, de la standardisation, de la protocolisation, choses qui sont peut-être progressivement en train de s'imposer à la chirurgie. Et ensuite, mais j'imagine que tu y reviendras, intéressant de noter comment, finalement, à mesure que l'anesthésie a été reconnue comme spécialité médicale à part entière, comment le niveau social des praticiens s'est élevé, comment la profession s'est masculinisée aussi, alors qu'elle était très féminine au départ. Après ce très rapide tableau, juste peut-être se dire de qui on parle finalement aujourd'hui. Alors les données de l'adresse sur l'année 2021, on compte 11 600 anesthésistes. On est grosso modo à un tiers de femmes, 2 tiers d'hommes, qui sont à peu près aux 2 tiers des salariés hospitaliers, qui ont pour âge moyen 49 ans. Globalement, c'est une spécialité un peu plus jeune que les spécialités médicales et un peu moins féminisée, même si elle est nettement plus que la chirurgie. Elle a une démographie qui a longtemps été très déclinante, numerus clausus oblige, réforme du temps de travail oblige, ce qui fait notamment aujourd'hui que, j'ai pas trouvé des données très récentes, mais de fait dans beaucoup d'hôpitaux on compte plus de médecins extra-communautaires anesthésistes que de médecins formés en France. Pour compenser entre autres cette démographie déclinante, la profession s'est largement appuyée sur les infirmiers anesthésistes, dont la démographie pour le coup est galopante. Ils étaient à peu près 5000 dans les années 2000, ils sont plus du double aujourd'hui. Donc on a à peu près autant aujourd'hui de DIAD que d'anesthésistes. Cette démographie déclinante a entraîné un progressif retrait des services SAMU-SMUR au profit de la médecine d'urgence, de la douleur chronique, des soins palliatifs dans une moindre mesure, avec des nouveaux modes d'exercice. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et alors finalement, si on s'arrête un peu en 2022 sur quelques observations, bon, la première c'est de se dire le modèle idéal de l'anesthésiste, c'est le pilote d'avion et le milieu, le comparatif obligé, c'est l'aéronautique. Et c'est vraiment fascinant de voir, moi les promos d'infirmiers anesthésistes ne jurent que par ça. C'est le seul et unique modèle à qui il faut venir, comme avec vraiment cette idée de c'est la voie à suivre, seule et unique pour devenir une profession à part entière. Ce modèle-là, elle a quand même réussi finalement à l'imposer de manière plus large au bloc opératoire et en quelque sorte, peut-être qu'en 2022, l'anesthésie a gagné une forme de bataille culturelle, une forme d'hégémonie culturelle au bloc opératoire sur la question du risque, sur la question de la sécurité des soins, sur la question des facteurs humains, des compétences non techniques, des choses qui sont progressivement en train d'entrer en chirurgie notamment, mais sur lesquelles l'anesthésie a été largement pionnière. L'anesthésie aujourd'hui, elle est aussi, son prestige n'est pas démenti, si ce n'est qu'il s'accroît peut-être au fur et à mesure, et peut-être que la crise sanitaire qu'on a connue a pu l'accroître, en tout cas a accru la visibilité médiatique et peut-être le pouvoir intra-hospitalier de la profession.
Ces syndicats sont puissants, les nouvelles prouesses, je crois que vous en faites ici, la chirurgie éveillée, sont continues et sont impressionnantes. L'anesthésie a aussi donc ce segment infirmier des IAD qui est un petit peu au sommet de la pyramide du prestige infirmier, qui est le segment le mieux rémunéré, qui est la première profession infirmière à avoir vu sa formation être universitarisée, avoir eu le titre de Master 2, près de 10 ans avant leurs collègues IBOD, infirmières de bloc opératoire. Et donc finalement, on pourrait se dire que l'anesthésie est arrivée au summum de son règne, et en même temps, un certain nombre des ambivalences qui existaient déjà par le passé sont toujours d'actualité. Elles sont d'actualité parce que cette pénurie démarre, elle persiste, parce que la question des frontières entre MAR et IAD, en dépit d'une relation professionnelle au quotidien qui est généralement plutôt positivement perçue, elle reste un sujet majeur. Et donc l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, a sorti un rapport au printemps dernier qui plaide en faveur de l'accès des IAD au statut de pratique avancée. Et ça a suscité une réaction assez vive, immédiate de la SFAR. Et donc voilà, qui montre. Pardon ? Et des puissants syndicats. Et des puissants syndicats qui témoignent bien que voilà, cette question des territoires professionnels, elle est encore en débat. Cette question aussi finalement de l'anesthésie qui est loin d'être anodin, et cette ambivalence du risque ou de cet empoisonnement thérapeutique, j'ai bien la formule de Marie-Christine Pouchel là-dessus. Cette question aussi, alors je ne me rends pas compte, j'en ai rarement discuté avec des anesthésistes, mais côté chirurgie, cette question de la parcellisation de la relation thérapeutique avec le patient, et du fait que ce n'est pas le même anesthésiste qui va voir le patient en pré-op que celui qui va le voir en pér-op, que celui qui va le voir en post-op, elle est très négativement perçue côté chirurgical, un peu comme le contre-modèle absolu et tous les débats qu'il y a autour du temps de travail des internes. La réponse des chirurgiens plus seniors, ça va être de dire tout sauf ça. Pour le dire de façon un peu caricaturale. Et dernière chose sur ces ambivalences, ce grand fer encombrant dont on parlait tout à l'heure, il est encore là, quoi qu'on en fasse, quoi qu'on en veuille, et voilà, le sentiment de les anesthésistes, c'est nous qui contrôlons le bloc, mais en même temps, on n'est pas reconnu comme tel, et le chirurgien est toujours en lead. Les choses, on peut changer depuis quelques décennies. Et donc finalement, pour en venir à la CME et se demander, dans ce contexte-là, comment est-ce qu'on peut expliquer un peu l'émergence d'un projet comme la CME. Cette idée déjà donc, de sortir un peu du joug de la chirurgie, se dire l'anesthésie n'est plus seulement un moyen de, mais une finalité en soi, comme tu le disais en introduction, Cyril. Et finalement aussi un retour un peu aux sources quand on entend parler de nouveaux généralistes ou des généralistes médicaux et qu'on pense au statut des anesthésistes dans les années 60-70. Une rhétorique de votre projet qui est aussi beaucoup axée avec des préoccupations du moment, préoccupations du pouvoir politique, préoccupations des gestionnaires de l'hôpital sur l'efficience des soins, sur la prévention. Je crois que Cyril, tu parles souvent d'un juste soin, un moindre coût pour la collectivité, comme un peu branding de ce projet. Se dire aussi qu'il y a peut-être quelque chose qui se joue là dans retourner cette symbolique un peu ambivalente de l'empoisonnement, puisque finalement, en faisant ça, l'anesthésie devient un examen comme un autre, comme on fait sa coloscopie à tel âge, ou c'est bientôt sa consultation de prévention à 25, 45 et 65, finalement, une fois c'est dans l'anesthésie générale, et une forme de banalisation encore accrue de l'acte anesthésique. Tout ça, je vais m'arrêter là, avec tout un discours autour des promesses un peu technoscientifiques des big data, qui est un sujet dont pour le coup les sciences sociales se sont largement emparées. Voilà. Merci beaucoup Nicolas. Là aussi je vais m'inspirer pleinement de ton diapositive pour parler de notre métier et du métier d'infirmier anesthésiste. Pour rappel, on est très très liés quand même. Pour ceux qui nous écoutent, là peut-être que ça peut paraître un petit peu une frontière assez forte entre anesthésiste et infirmier anesthésiste, mais on est vraiment un binôme essentiel aux soins, essentiel au public, et donc merci à vous, ça me permet de dire merci tous les jours d'être là au bloc opératoire, vous êtes à chaque fois d'une grande aide, et donc ton diapo est très enrichissant Nicolas, merci beaucoup. Et nous allons donc maintenant écouter Yann Faure pour
clôturer ces exposés et pouvoir après aborder quelques questions. Je suis sûr qu'il y en a déjà de nombreuses. Et nous t'écoutons. Yann Fort, merci. Eh ben, merci beaucoup. Déjà, merci pour cette présentation de mes propres travaux qui sont très bien résumés. Je pourrais m'arrêter là parce que finalement, c'est assez bien dit. En fait, il y a deux aspects. Il y a deux aspects que j'ai dû articuler. C'est vrai que, d'abord, bon, c'est toujours difficile de trouver les motivations qui nous ont conduits à effectuer un travail, à aller vers quelque chose. Moi, j'avais pas de médecin dans ma famille, j'étais pas censé travailler sur le monde médical, mais par contre, j'avais un intérêt très important sur le corps. J'en parlais tout à l'heure avec vous. Le travail précédent que j'avais réalisé, c'était sur des gens qui ont pour spécialité de piquer aussi, puisqu'il s'agissait des tatoueurs. Et j'étais allé travailler, j'étais allé observer. Alors, une autre des principes qui était moteur pour moi, c'était d'aller faire de l'observation directe. J'étais fasciné par tous les travaux, Donnie Brasco dans la mafia, des choses comme ça. Ça m'intéressait beaucoup d'aller partager le quotidien, la vie des gens. Et l'un des plaisirs pour moi de faire de la sociologie, c'était de pouvoir avoir la vie d'autres groupes sociaux, quoi. Et donc j'avais commencé par faire un travail sur les tatoueurs avec des questions du tout venant, des questions que vous pouvez avoir aussi. Qu'est-ce qui amène les gens à se tatouer? Qu'est-ce qu'ils veulent dire par le fait d'avoir des dessins sur leur corps? Et puis vous arrivez dans ce milieu et en fait la question se transforme et vous dites tiens, c'est marrant, en fait, qu'est-ce qui a poussé des gens à dessiner sur le corps des autres? Donc d'une interrogation sur des clients, vous passez à une interrogation sur quel drôle de métier. Et en passant d'un lieu de travail à un autre, vous dites tout le monde n'a pas la même façon d'exercer son métier. Pour certains, ce qui compte, c'est de faire de l'art. Pour d'autres, ce qui compte, c'est de faire un travail quasiment thérapeutique. Pour d'autres, ce qui compte, c'est de faire du chiffre. Et puis, je faisais ça à Paris au début des années 2000 et on était à un moment où des salons de tatoueurs s'ouvraient les uns à côté des autres. Et en discutant avec ces nouveaux professionnels, ils me disaient bon, mais n'importe qui ne devrait pas avoir le droit d'exercer ce métier. C'est quand même pas normal qu'il y ait des gens qui ne sachent pas dessiner, qui tatouent des gens. Et d'autres qui me disaient c'est invraisemblable que des gens qui sont incapables de stériliser leur matériel viennent tatouer des gens. Et donc chacun avait une vision de ce qu'il était légitime de faire dans ce métier et qui constituait un bon tatoueur. Alors, je raconte ça parce que j'ai retrouvé un petit peu ça quand je suis arrivé chez les anesthésistes réanimateurs, où on avait différentes générations d'anesthésistes qui avaient différentes conceptions du métier qui s'affrontaient. Et c'était assez intéressant de voir comment le moment où ils étaient rentrés dans la profession, la manière de rentrer dans cette profession, évidemment les formes d'apprentissage qui étaient liées à ces moments, avaient fondé des manières de voir le soin et ce qui était au principe de la bonne anesthésie, comme vous l'avez défini tout à l'heure, avec cette idée qu'il faut la juste dose, ni trop peu, trouver le bon équilibre cardiovasculaire. Médecin de l'hypotension, je ne l'avais jamais entendu comme ça et je pense que c'est vraiment intéressant. Et je suis donc allé observer dans des cliniques, dans des CHU, dans des CHG, en ville, un petit peu plus en province, pour voir aussi la déclinaison des manières de faire. Et ça a duré... bon, j'ai fait une grosse année là-dessus, mais ensuite j'ai suivi des cohortes d'internes. C'est-à-dire, au bout d'un moment, je me suis senti assez apte à comprendre des rudiments qui permettaient de suivre des cours, par exemple, de formation pour des anesthésistes. Alors, j'ai une formation scientifique personnellement, hein, je ne sais pas non plus. Je suis passé par la fac de sciences qui me permet d'avoir quelques bases, si on m'explique bien, si on m'explique aussi bien que vous l'avez expliqué tout à l'heure, avec force pédagogie, mais les anesthésistes ont souvent une grande capacité de transmission des concepts, donc ça aide beaucoup. Ensuite, ils ont ce tempérament assez régulièrement observé
capacité à rassurer, en fait, et à donner confiance. Et c'est des traits... Enfin, alors évidemment, hein, si je commence à donner des traits de personnalité d'une spécialité médicale par rapport à une autre, vous allez forcément trouver des contre-exemples et me dire oui, on connaît les archétypes. Dans l'image d'Épinal, on a un chirurgien qui est caractériel et un anesthésiste qui fait le dos rond, mais dans la réalité, ce n'est pas comme ça. Il y a aussi des chirurgiens très gentils, très doux, très sensibles, très attentifs, et des anesthésistes caractériels. Pas de généralisation hâtive. N'empêche que moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'essayer d'observer les traits caractéristiques récurrents à l'intérieur de ces deux métiers. D'autres l'ont fait sur d'autres spécialités médicales. Et par exemple, vous parliez d'Emmanuelle Zolesio tout à l'heure. Emmanuelle Zolesio, alors moi j'ai eu des interactions avec elle, puisqu'on était on était au même moment, au même endroit, et donc on a eu pas mal d'échanges. La première comparaison qu'elle a faite était assez inattendue. Elle a fait une comparaison entre les médecins généralistes de ville et les chirurgiens de bloc opératoire. C'est vrai que des fois, on se dit qu'il faut comparer ce qui est comparable. Et ben, c'était assez éclairant, finalement, d'avoir ces deux spécialités, même si on l'a longtemps refusé aux généralistes, la spécialité d'omnipraticien. Et donc, moi j'ai essayé de voir des traits chez les anesthésistes. Évidemment, ça a évolué. Avant d'aller sur ce point-là, deux petits points peut-être qui méritent d'être mentionnés sur l'histoire de l'anesthésie-réanimation. D'abord, dans tous les pays, on n'a pas forcément de l'anesthésie-réanimation. Des fois, on a des médecins anesthésistes, mais qui ne sont pas réanimateurs. C'est-à-dire qu'il a fallu un concours de circonstances, on va dire, une forme de mobilisation particulière, une action ciblée à un moment donné au niveau politique pour obtenir la création de cette spécialité. Et ça a tout changé en France par rapport à d'autres pays où anesthésistes et réanimateurs sont deux métiers distincts. Moi, ce qui me surprend encore aujourd'hui, c'est qu'avec l'uniformisation des spécialités médicales, on ait gardé des modalités différentes à travers des pays, même en Europe. Dans les choses que qui me paraît importante de retenir, puisque finalement on va au travers de votre expérience, on sent qu'on va vers une médecine du risque, c'est-à-dire on sent que les médecins anesthésistes réanimateurs deviennent quelque chose qui ressemble à des ingénieurs, en fait, capables de faire des prédictions, des évaluations, de mesurer l'incommensurable, se détachent de l'acte à proprement parler au bloc opératoire. Je pense que c'est important de se souvenir qu'ils ont été d'abord des médecins, même si le titre leur a été refusé, des médecins de la douleur. Et ça, c'était pas du tout évident. Dans la première partie du 19e siècle, entre 1800 et 1850, les médicaments existent, les morphiniques, alors je suis un petit peu loin maintenant, mais le protoxyde d'azote, l'anesthésie à la reine, le masque d'ombre d'âne, et tout ça, l'éther, je crois que c'est connu à la fin du 18e siècle. Donc, on a des médicaments, on sait endormir, la technique est à peu près maîtrisée et on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas, en tout cas, dans le théâtre des opérations. Les chirurgiens n'utilisent pas. Et c'est les dentistes qui le développent, parce qu'évidemment, il y a un intérêt commercial énorme. Celui qui est capable d'arracher une dent sans faire mal, comparé à celui qui arrache des dents en faisant mal, même à l'époque, même si les gens étaient dans un autre régime de sensibilité, comme on dit, ils ont senti la différence. Mais les transformations ont été liées aussi à un nouveau régime de sensibilité. C'est Alain Corbin, qui est historien du corps, qui l'expose. C'est-à-dire que petit à petit, dans la première moitié de ce 19e siècle, apparaît la notion de confort bourgeois. Et on installe, par exemple, dans les appartements, des pièces pour l'hygiène. On se lave
On a un nouveau rapport aux odeurs. On est capable d'évacuer les eaux usées. On a des modifications de ce qu'on considère être une ville vivable. Et donc, en fait, je crois que j'ai vu dans une des pièces ici à l'hôpital un livre de Foucault qui traînait. Il y a un renversement de la manière de punir, confère au livre qui s'appelle Surveiller et punir, c'est-à-dire qu'au XVIIIe siècle, le pouvoir royal s'exprime en impressionnant la population et en soumettant le regard des personnes à soumettre, ou enfin qui imposait l'autorité royale en exposant les supplices. Et à partir de la fin du XVIIIe, ça ne se fait plus. Le regard se modifie, le contrôle sur la société s'opère en regardant. On passe d'une société, on passe à une société de contrôle. C'est le fameux panoptisme. Et il devient au XIXe tout à fait infondé, par exemple, de massacrer des populations pour imposer le pouvoir royal. Un nouveau régime de sensibilité apparaît à cette époque-là. On ne massacre plus les gens, on ne supplie plus les gens, on ne torture plus les gens en place publique. Et c'est dans ce cadre d'un nouveau régime de sensibilité que l'anesthésie se développe. Et elle apparaît, je crois, vers 1848 aux États-Unis, à Boston. Et les chirurgiens ne l'adoptent pas tout de suite. Ils ne l'adoptent pas tout de suite. Alors souvent, on dit qu'il y a des raisons religieuses à ça. Mais il y a aussi des rapports à la manière de faire et à la façon de se voir travailler. Les chirurgiens, dans cette première moitié, dans ce premier 19e, existent et trouvent une légitimité dans leur activité dans le corps à corps. Un bon chirurgien, c'est celui qui attrape le malade et qui extrait le mal à la fois médicalement mais aussi physiquement. On n'a pas peur, en fait, on a souvent des chirurgiens qui sont des forces de la nature, qui sont capables d'opérer à vif avec un malade qui crie entre leurs bras. C'est assez fou à imaginer, mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc ils ne voient pas l'intérêt à cette époque d'avoir un malade endormi, un malade qui ne bouge pas, un malade qui ne souffre pas. C'est pas intéressant. Mais la spécificité de la chirurgie, peut-être à la différence de l'anesthésie, c'est qu'il y a une forte concurrence interne entre les chirurgiens. Il n'y a pas, comme aujourd'hui, simplement une compétition entre des spécialités qui chacune essaye de tirer, entre guillemets, leur couverture à elles, en obtenant plus de moyens, une meilleure place dans la hiérarchie des spécialités. Il y a aussi, ce qui est au principe de l'activité médicale elle-même, c'est que vous voulez monter dans votre spécialité vis-à-vis des autres médecins. Et les chirurgiens sont en compétition avec les autres chirurgiens. Aujourd'hui, je pense que ça n'a pas dû changer foncièrement, puisque à la fois il y a la question de la rémunération, mais en médecine il y a la question de la gloire, il y a la question de la primauté, il y a la question de rester dans l'histoire, de montrer que vous avez été un médecin ou un ensemble de médecins plus utile comme bienfaiteur de l'humanité que d'autres. Et évidemment, le renom. Alors, ça, c'est toute la théorie chez Bourdieu on va dire, des vases communicants entre les espèces de capitaux, c'est-à-dire que le capital symbolique, le capital social. Le capital social, c'est avoir un réseau. Le capital symbolique, c'est être connu. Le capital culturel, c'est tout ce que vous savez sur les choses et qui vous permet de vous les approprier sans même les posséder. Le capital économique, c'est les revenus. Tout ça est transférable. Donc, un chirurgien, à un moment donné, qui est très connu, vous l'observez aussi aujourd'hui, en général, il est capable, à un moment donné, même s'il a acquis tout ça à l'hôpital public, qu'il a publié à l'hôpital public, il a été reconnu, à un moment donné, il peut faire un transfert, il peut passer dans le privé, et il peut se faire payer extrêmement cher, et donc, ça, c'est ce qu'on appelle une conversion de capitaux. Et donc, dans ce premier 19e siècle, les chirurgiens étant en compétition les uns avec les autres,
comme les dentistes, ils s'aperçoivent qu'il y a des nouvelles clientèles qui sont susceptibles d'être obtenues s'ils ont recours à des gens qui font de l'anesthésie correctement. Et puis, il y a un deuxième effet, et peut-être là, ça sera plus consensuel de le dire, évidemment, ça permet des prouesses médicales qui jusque-là étaient impossibles. Les malades ne meurent plus après l'opération perclus de douleur ou d'hémorragie ou que sais-je encore. C'est-à-dire que cette question du périopératoire apparaît et qu'on comprend bien son utilité pour la santé des patients qui sont demandés. Voilà. Et donc ça, ce moment-là, je voulais le signaler parce que finalement, c'est aussi, un siècle plus tard, ce qui permet la médicalisation de l'anesthésie-réanimation. Alors, il y a un moment qui est charnière, et souvent dans l'histoire de la médecine, on y revient, c'est que les guerres sont extrêmement importantes pour le développement des techniques médicales. Par exemple, pendant les guerres napoléoniennes, la médecine fait énormément de progrès parce que on a des gens qui ont été tués sur les champs de bataille à tous les stades de la maladie. Et donc, si vous pratiquez des autopsies, vous pouvez voir ce que ça donne quelqu'un qui a la tuberculose depuis 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Et vous pouvez comparer à une époque où on n'a pas de possibilité d'aller dans les corps humains, puisqu'on n'a pas la radiologie, puisqu'on n'a pas tous les dispositifs de vision interventionnelle que vous avez. Et la Deuxième Guerre mondiale est un passage extrêmement important pour l'anesthésie-réanimation, parce que les stades de développement ne sont pas les mêmes dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, en France. Et donc on a des médecins souvent, alors soit de l'Est, soit des médecins juifs qui ont fui les zones occupées où les Allemands progressaient, qui ont rejoint, ou par conviction, même par conviction politique, qui ont rejoint la France libre. Et donc on en trouve aux États-Unis, on en trouve en Angleterre, et ils apprennent sur le tard l'anesthésie-réanimation, oui, surtout l'anesthésie. Très vite, à cette époque, c'est surtout l'anesthésie qu'ils apprennent, mais ils l'apprennent très vite parce qu'on a besoin de toutes les compétences médicales évidemment possibles. Et quand ils reviennent, ces médecins, il s'appelle Jean Lassner, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a une quinzaine d'années, il était encore en vie. Il y a Wursch, il y a Ernst Kern, qui a écrit un livre que je vous conseille, qui est merveilleux, parce qu'en fait, c'est un médecin qui a conçu quasiment les appareils de dialyse. Et l'ironie du sort, c'est qu'il est mort d'une insuffisance rénale, mais peut-être moins vite, grâce à l'appareil qu'il avait conçu. Et donc, c'est les premiers médecins qui vont créer, en fait, un corpus de connaissances, qui vont organiser des formations. Il n'y a pas de profession médicale possible si vous n'êtes pas en mesure de décider, de répertorier qui rentre dans le métier, d'arriver à délimiter quel est le corpus de connaissances qui correspond à ce métier et d'adresser un message à l'État et l'autorisation légale de l'État de dire on fait la police chez nous, on règle les choses, on va dire quelles sont les bonnes pratiques entre pairs. Et donc l'État ne va pas aller regarder normalement et dire ah non mais l'anesthésie-réanimation il faut la faire comme ci comme ça. N'intubez pas tel ou tel patient, n'utilisez pas le laryngoscope vidéo parce que, quoi que ça, peut-être avec la RGPP, je ne sais pas si. Il y aurait les RGPP, pardon. Il y aurait, je ne sais pas ce que ça donne les images vidéo de la laryngoscopie. Mais donc voilà, il y a ces données qui sont nécessaires à la profession, et alors après, à l'intérieur de la médecine, il y a des critères normalement qui définissent ce que c'est qu'une activité médicale, et c'est vrai que c'est très bien de rappeler tout ce qui a posé des difficultés pour l'anesthésie-réanimation, c'est-à-dire recruter une patientèle. Je vais essayer de... Vous me dites s'il faut que j'abrège un petit peu. Recruter une patientèle, faire un diagnostic, et puis éventuellement quand même soigner, guérir. C'est bien, quand on est médecin, de pouvoir guérir un patient. Et le recrutement des patients, c'est vrai que pour l'anesthésie-réanimation,
c'est pas eux qui recrutent. Et alors moi, j'ai souvent entendu, encore il y a 15 ans, je ne sais pas où on en est maintenant, mais notamment en clinique, j'entendais des chirurgiens qui disaient, qui regardaient un petit peu comment étaient rémunérés les anesthésistes réanimateurs. Dans le privé, là, dans le public, normalement, vous êtes tous à peu près au même tarif en fonction de la place que vous occupez dans la grille salariale, sauf quelques anomalies et incongruités avec, on a dit tout à l'heure, le cas des praticiens étrangers, ou peut-être, je ne sais pas si cette histoire progresse. Mais dans le privé, évidemment, on a une forme de loi de l'offre et de la demande qui fait que les spécialités, en fonction qu'elles sont pléthores ou pénuriques, peuvent être en position de force, surtout quand on est une spécialité comme l'anesthésie-réanimation, sans laquelle on ne peut pas pratiquer la chirurgie s'il n'y a pas de médecin présent. Résultat, les anesthésistes réanimateurs, à l'époque où j'observais en tout cas, étaient parfois très très bien rémunérés dans certains types de cliniques, et les chirurgiens s'en offusquaient parce que le rapport de pouvoir, le rapport de positionnement hiérarchique veut que normalement vous soyez en haut sur toutes les échelles de repérage. Si vous êtes plus important, vous devez gagner plus. Enfin, c'est comme ça que pensaient les chirurgiens que j'ai vus, moi. Et donc il disait aux anesthésistes, c'est absolument anormal, c'est quand même nous qui vous filons à bouffer. Sous-entendu, c'est nous qui recrutons des patients. Et cette question de savoir, en fait, si les patients viennent voir des chirurgiens ou des anesthésistes, moi je trouvais ça très intéressant parce que j'ai posé la question plein de fois à des anesthésistes en disant mais quand même il n'y a pas des gens qui veulent avoir un super bon anesthésiste, pourquoi ils choisissent le chirurgien et pas l'anesthésiste? Alors d'abord, il y a cette question qu'on n'arrive pas à faire des couples et apparemment c'est pas souhaité par les médecins anesthésistes réanimateurs aujourd'hui parce que ça rappelle un peu l'ancien temps où le chirurgien se baladait avec l'anesthésiste sous son bras, qui était un petit peu comme son aide personnalisée. Aujourd'hui, les anesthésistes réanimateurs, ils sont liés à l'activité générale du service. Ils ont, pour eux, un élément qui pourrait être dérangeant, c'est qu'ils sont interchangeables. Alors, si vous êtes interchangeable, vous êtes un peu anonyme. Mais en même temps, du point de vue de la conciliation de la vie professionnelle et de la vie privée, par exemple, c'est pas mal. Et du point de vue de la collégialité et de la transmission d'infos entre vous, c'est pas mal aussi. On peut avoir un profil médical à avoir cette forme d'interchangeabilité. Donc, visiblement, les patients en sont à choisir plutôt un chirurgien. Toujours. Simplement, quand on regarde la question de près, c'est souvent comme ça, dès qu'on se plonge dans les choses, on se dit, tiens, il y a des connaissances, des préjugés, des certitudes qu'on avait, et quand on regarde de près, c'est pas si vrai que ça. C'est-à-dire, finalement, est-ce que moi je choisis un chirurgien quand j'ai un problème à l'épaule? Bon, pas tant que ça en tant que patient. C'est-à-dire, en tant que patient, si je suis à Paris, j'ai le bloc d'orthopédie à la Rivoisière, j'en ai pas ailleurs, j'ai des connaissances sur ceux qui pratiquent à la Rivoisière, mais pas ailleurs, donc je choisis dans un périmètre de choix relativement restreint. Et puis après, peut-être qu'il y en a un, il va me dire, oui, mais moi c'est dans 8 mois ou dans 1 an. Donc je vais aller m'intéresser à ceux qui sont disponibles pour dans 2 mois. Et puis après, il y a ceux qui sont en sectateux. Donc moi, si je n'ai pas les moyens suffisants, je ne vais pas les choisir. Donc finalement, l'idée qu'on choisit son praticien, c'est pas si évident, même pour la chirurgie. Donc peut-être qu'on ne choisit pas tant que ça. Toujours est-il que, effectivement, le passage de 1994 pour les anesthésistes réanimateurs d'obtenir une consultation, elle est apparue comme l'obtention d'un critère déterminant pour la reconnaissance de cette spécialité comme une pratique médicale à part entière. Et le phénomène le plus impressionnant de ce 21e siècle sur l'anesthésie-réanimation, c'est son mouvement à contresens des autres spécialités médicales, c'est-à-dire tandis que ma collègue Emmanuelle Zolesio observait la féminisation de la chirurgie, on observait la masculinisation de l'anesthésie-réanimation. Et ça, c'est très spectaculaire, d'autant plus souvent dans les esprits des praticiens que vous êtes, où il y a un espèce de préjugé sur l'idée que dès qu'un métier se féminise, il décline. Et il se pourrait que
T'expliques un peu plus là, ouais. Bah, en fait, c'est dans tous les groupes professionnels, on a une espèce de crainte très importante qui dit mais la féminisation d'un métier, c'est un indicateur de son déclin. Donc, ça prouve en quelque sorte qu'il décline. Bah, on va parler du corps enseignant, ou on peut parler pour les professions libérales du métier d'avocat, c'est-à-dire tout ce qui était des bastions masculins à un moment donné, si alors que, comme c'est quand même, c'est foncièrement un élément de pouvoir en fait d'avoir un corps professionnel qui est capable d'empêcher l'entrée des femmes dedans. Donc, quand vous n'avez pas de femmes, en général, c'est que vous êtes en haut de la hiérarchie. Et effectivement, par exemple, quand on s'intéresse de près aux échanges entre anesthésistes, réanimateurs et chirurgiens dans les années 70, 80, 90, vous avez toutes les asymétries de pouvoir qui sont bien présentes. C'est-à-dire vous avez des vieux chirurgiens avec des jeunes anesthésistes parce que la spécialité est récente, des chirurgiens qui sont tous passés par l'internat avec des anesthésistes qui sont passés par une formation plus ou moins continue en 3 ans qui s'appelait le CES, je crois. Vous avez que des hommes d'un côté et que des femmes de l'autre. Et du coup, comme dans un bloc opératoire, surtout à l'époque, c'était vraiment une négociation en disant est-ce que tu peux mettre un petit peu plus de ceci ou de cela, est-ce que tu peux pencher la table davantage. Moi, j'aime beaucoup l'exemple de la table d'opération, parce que c'est une manœuvre de Trendelenburg, je crois, de mémoire. Et donc, vous avez le risque d'avoir une embolie gazeuse dans un sens, et c'est l'anesthésiste qui la gère, mais c'est quand même très rare, mais ça arrive, et si ça arrive, c'est dramatique. Et puis, de l'autre côté, vous avez donc la tension qui monte, et je pense que ça augmente l'hémorragie, et le chirurgien n'aime pas quand ça saigne. Donc, en gros... relève plus, non, relève moins. C'est un super exemple parce que ça veut dire que la table d'opération, c'est le symbole de la balance sur lesquels les deux pouvoirs s'appuient pour essayer de se mettre en position d'équilibre. Et donc voilà, on va vers de nouveaux équilibres aujourd'hui, c'est-à-dire d'une certaine manière, les mouvements féministes de notre temps font qu'on ne peut plus parler à des femmes quand on est un homme comme on leur parlait dans les années 70, 80, 90. Moi, je ne sais pas où vous en êtes dans les blocs opératoires du sexisme, mais voilà, maintenant que j'y travaille plus, je vais me permettre de le dire. Il y a 15 ans, c'était quand même assez sidérant. A posteriori, quand on y réfléchit, ce que subissaient les jeunes internes femmes à l'époque, dans les années 2015, ce qu'elles acceptaient aussi, ce qui leur paraissait acceptable. Je pense que maintenant, MeToo étant passé par là, etc., je ne pense pas que ça se... À mon avis, les nouvelles générations de jeunes femmes réagissent totalement différemment à la façon dont... Et les jeunes hommes se comportent différemment. Et les jeunes hommes ont appris à se conduire un peu mieux. Tant mieux. Et je m'interrogeais, les études que vous citiez à propos de la féminisation comme un signe de déclin sont effectuées par des sociologues masculins. Vous faites les deux. Les deux? Ouais. Non, c'est bien corroboré, mais d'ailleurs je donnerai Avec grand plaisir. des éléments biblio éventuellement à la fin. Mais moi, ce qui m'est apparu d'ailleurs par rapport à cette idée qui était très très en vogue et donc qui était vraiment un signal d'alarme pour les chirurgiens en disant mais c'est la catastrophe, on descend, notre déclin est irrémédiable. C'est pas si clair que ça, et je pense que la féminisation de la profession médicale s'est effectuée sans déclin de la profession médicale. Et, je ne veux pas dire que les médecins sont dans la même position qu'avant-guerre ou que dans les années 50, où c'est devenu une profession qui est, parce que numériquement elle a aussi pris un volume énorme, elle s'est entre guillemets banalisée. Les médecins sont plus des dieux comme ils ont pu l'être à une époque. Enfin, mais c'est pas dû à la féminisation de la profession médicale, selon moi. Et je dirais que c'est plutôt un nouvel arrangement sociétal entre les études scientifiques où en fait les femmes ont acquis ces dernières décennies une place et une légitimité et une
reconnaissance de leur égale compétence, de leur égale intelligence, de leur égale rationalité, de leur égale capacité à faire de la science. Et c'est récent, parce que dans les années 90, on en était encore à penser que les filles étaient mieux dans des filières littéraires et les garçons étaient mieux dans des filières scientifiques, et qu'il y avait quelque chose qui n'était pas une disposition socialement construite, ce qu'on appelle le genre, parce que là on est passé maintenant aujourd'hui à des débats incroyables sur la question du genre, mais il y avait une croyance profonde dans la génétique et dans le rapport, l'association entre des comportements qu'on pouvait observer et l'idée que c'était dans nos gènes, donc dans nos gènes sexuels, voilà, et qu'il y avait un déterminisme aux femmes à prendre soin, à protéger, aux hommes à être agressifs, à trancher, à décider, à commander, et ce qui corroborait complètement la vision du couple anesthésiste-réanimateur telle qu'on pouvait la voir jusqu'à il y a une vingtaine d'années, avec cette idée que c'était très bien que les anesthésistes soient des femmes. Et d'ailleurs, une des grandes questions quand on observe comme ça des choses aussi tranchées, c'est de se dire, est-ce que ça s'est passé au moment de la sélection, c'est-à-dire de l'entrée dans le métier, de l'identification, du mimétisme, de la reconnaissance de soi comme étant à la bonne place, ou est-ce que c'est le métier qui l'a fabriqué? Voilà. Bon, en fait, je ne veux pas être plus long que ça, parce que je pense que Je souhaite laisser un tout petit peu de temps de discussion. Oui. Ouais, voilà. Donc je m'arrête là-dessus. Je vous donnerai des éléments bibliographiques si toutes ces questions vous intéressent. Et merci de m'avoir écouté avec autant d'attention. Et Merci. discutons de la CNE. Merci beaucoup. On peut applaudir déjà.